Bonjour à tous, je suis Sébastien Guyot, le producteur du podcast Yannick Noah entre vous et moi. C'est un podcast européen réalisé par Xavier Joly et consacré à Yannick Noah à l'occasion du 40e anniversaire de sa victoire à Roland-Garros. Pour ce 10e et dernier épisode, je vous propose de vous emmener dans les coulisses de ce documentaire sonore exceptionnel réalisé au Cameroun chez Yannick Noah. Bienvenue à Yaoundé, il est 20h28 local, nous sommes 10 minutes en avance sur l'heure prévue. La température qui est de 27 degrés Celsius. Bienvenue dans Yannick Noah, entre vous et moi. Entre vous et moi. Un podcast européen. Salut à tous, nous sommes à Etoudi, dans le lieu-dit Village Noah. Épisode 10, dans les coulisses d'une rencontre exceptionnelle au Cameroun. Et pour cet épisode bonus, je suis bien sûr avec Jacques Vendroux. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Journaliste européen, journaliste sportif européen. Et si Yannick Noah a accepté de nous accueillir chez lui, c'est parce que vous avez une relation assez particulière. Vous vous connaissez depuis combien de temps, Jacques et Yannick ? On se connaît depuis les années 73-74, quand il est monté à Paris, entre guillemets. 50 ans déjà. 50 ans. Et donc, Yannick était pas mon petit frère, mais quasiment, parce que je connaissais très très bien ses parents. Je connaissais Zach, qui, comme chacun sait, a été un excellent joueur de football. Son papa Zachary. Et donc, on a toujours eu un dénominateur commun qui était le football. Et en plus, j'ai fait la connaissance, évidemment, de sa maman. Donc, il y a un lien qui est resté éternel entre lui et moi. Un lien qui est indestructible, même si quelquefois on ne s'est pas vu pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans parce qu'il jouait au tennis, parce qu'il chantait. On avait toujours des échanges. Et donc, c'est une profonde amitié qui est basée sur un seul point, l'affect. Et c'est grâce à ce respect, à cette amitié qu'il nous a reçus, tous les trois, vous, Jacques Vendroux, moi-même, et Xavier Joly, le directeur artistique d'Europe 1, chez lui, à Etoudi, là où il a grandi, là où tout a commencé, là où il a été repéré par Arthur Ashe, son mentor qui a changé le destin de sa vie, là où il est aujourd'hui chef de village. On va vous raconter les coulisses de ce reportage, de ce podcast exceptionnel. Alors, Jacques, on arrive, allez, un dimanche soir à Yaoundé, il fait nuit, et là... C'est quoi ce bruit, Jacques ? C'est le bruit de la voiture qui vient nous chercher, où c'est marqué Village Noah. Il y a 2 collaborateurs de Yannick Noah qui viennent nous accueillir à Boniface l'aéroport. et Ismaël. Voilà, et la voiture ne marche pas. Donc ils essayent de faire repartir la voiture tant bien que mal. Elle repart, mais c'était presque un bon souvenir parce que ça nous a mis dans l'ambiance tout de suite. Pas d'affolement, pas d'inquiétude. La seule chose qui nous perturbait, c'est qu'on disait « Est-ce que Yannick est là ? Ne t'inquiète pas, il arrive demain matin. » Mais c'est tout. C'était le seul moment d'inquiétude, entre guillemets, mais surtout, la gentillesse incroyable des Camerounais. Et j'imagine que vous vous souvenez de notre arrivée au village. Et j'imagine aussi que vous vous souvenez de ce moment magique avec le directeur du village. Et nous mangeons tous une salade d'avocat, qui est sans doute l'une des plus belles salades d'avocat du monde, que nous avons appréciée tous les 5, parce qu'on mangeait avec les collaborateurs de Yannick. Salade d'avocat crevette, en effet. Alors, on va décrire un petit peu les lieux pour ces coulisses de ce podcast. Faut imaginer Yaoundé, donc c'est la capitale du Cameroun. Yaoundé, Etoudi. Etoudi, c'est comme la banlieue de Yaoundé. Il y a une vingtaine de kilomètres, mais 45 minutes. Ce sont les routes africaines, même quand il n'y a pas trop d'embouteillage le soir quand on arrive. Et au cœur d'Etoudi, il y a le lieu-dit Village Noah. À quoi ça ressemble, Jacques, le lieu-dit Village Noah ? Le village Noah, d'abord, c'est une vingtaine de huttes au grand maximum. Oui, c'est des sortes de boucarous, voilà, exactement. Traditionnel, la case en dur avec un toit en paille conique. Et il y en a une quinzaine dans ce village. Et surtout, ce qui est important, c'est que chaque hutte porte le nom d'un membre de sa famille. Alors, pour reprendre l'image de ce village, donc là vous avez décrit la quinzaine de bungalows, c'est en haut du village, mais avant ça on s'avance au milieu des palmiers, des cocotiers, des palétuviers et autres calebassiers, tous ces arbres tropicaux. Il y a une piscine, il y a un terrain de basket et puis il y a un terrain de tennis, un premier terrain de tennis. Et Yannick Noah, on vous a mis l'essentiel de ce qu'il vous a confié lors de ce podcast dans les 9 épisodes précédents, mais on vous a gardé quelques pépites. Yannick Noah nous parle de ce cours de tennis, écoutez. Voilà, alors là c'est notre mini-cours central. Ce mini-cours central a une particularité, c'est que les strapontins viennent de Paris. Ce sont les strapontins
du Parc des Princes, du vieux Parc des Princes. Mon ami Alain Roche un jour m'a appelé, il fait Yann, écoute, ils sont en train de changer le parc, il y a des strapontins, ils vont les envoyer à la casse, est-ce que tu en veux? J'en ai pris une quarantaine, donc là, ce sont les strapontins, il y en a quelques-uns là-bas, et il y en a bien entendu à la pétanque, parce qu'on parle beaucoup de tennis, mais ce qui est le plus important, c'est quand même la pétanque. Voilà. Ici, c'est et tout dit. Racontez-nous, on s'est mis donc en hauteur sur la terrasse pour dominer le village Noa, la ville des Tout-Dits, comme il le dit dans les épisodes précédents de ce podcast. On voit au loin le palais présidentiel, etc. 2h40 d'interview. Racontez-nous comment ça se passe. Ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai, on est merveilleusement bien placé avec Xavier Joly, avec vous Sébastien. On est en confiance. Il arrive, il est décontracté, on a bu un café avant. On n'a même pas parlé de l'interview. On n'a pas parlé avec Yannick comment on avait construit l'interview. Et la première question, je dis Yannick, on est où là? Décris-moi, on est où? Et là, ça part, parce qu'il avait envie de parler. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'avec nous, il était en train de réaliser une sorte de testament. Et c'est là où il nous annonce l'information incroyable, c'est qu'il désigne, par le biais d'Europe 1, puisqu'il avait par la personne, que l'héritier, c'est Joachim, le fils aîné. C'est lui qui, après le départ de Yannick, si le plus tard possible évidemment, c'est lui qui va tout gérer, c'est lui qui va s'occuper du village, parce que, et là encore c'est de l'affect, c'est de l'amour, il a promis à son père qu'il ne revendrait jamais le village des Tout-Dits. On a été dans le caveau de la famille Noa. Le grand-père, l'arrière-grand-père, le cousin, du cousin, etc. Ils sont tous là. C'était un moment très émouvant. Et après, on a coupé le micro et on est entrés, tous les trois, avec lui, à l'intérieur du mausolée. À quoi ça ressemble? C'est un mausolée extrêmement simple. C'est-à-dire que c'est une grande pierre tombale avec les noms des uns et des autres. Il y a les portraits de tout le monde, il y a les décorations de la Légion d'honneur de l'arrière-grand-père, etc. Il y a plein de souvenirs très personnels. Il nous a donné l'autorisation de rentrer et il était, pendant les 10 minutes où on est resté à l'intérieur de ce mausolée, entre guillemets, eh bien, on sentait qu'il était ailleurs, on sentait qu'il parlait quelque part à son père et à son grand-père. Et c'est la première fois qu'il s'ouvre. Il s'ouvre parce que je crois qu'il avait besoin d'en parler, et par le biais du podcast d'Europe 1, il avait besoin aussi de laisser une trace, de laisser une sorte de... Allez, si jamais il m'arrive quelque chose, vous écoutez les podcasts et je vais tout vous raconter. C'est ça l'impression que moi j'ai eue quand on a repris l'avion pour Paris. Marie-Claire Noa, on vous l'a raconté dans un des épisodes, elle est très importante à Etoudi parce qu'elle a créé une école qui s'appelle la Marfée étant une forêt des Ardennes, où il y avait une dizaine d'élèves d'expatriés de maternelle au tout début, il y a 50 ans. Aujourd'hui, nous y sommes retournés en reportage et nous avons vu plus de 450 enfants qui étaient là en costume d'école. Et on a rencontré le directeur de l'école qui nous a fait une petite visite des lieux où habitait Yannick Noa avant. C'était sa chambre d'enfant et aujourd'hui c'est l'école. Ici maintenant c'est le bâtiment des primaires francophones et anglophones. Voici exactement là où la chambre de Yannick, c'est ici. C'est ici oui, ça a été refait parce que c'était un bâtiment. Là, c'était le salon et au fond, c'était les chambres. Là, c'était le salon avec le salon commun de la famille. C'était la chambre, la maison de Yannick Noa. Aujourd'hui, c'est une école. On a été accueillis extrêmement chaleureusement par les enfants qui ont d'ailleurs chanté une chanson pour nous pendant ce reportage. Tout ça, tout ce qu'on a fait, c'est la suite d'une histoire d'amour qui est éternelle et qui va durer toute la vie. Et même nous, on a été bouleversés par le fait qu'il aille aussi loin
dans ses rapports avec ses parents, avec ses oncles. Il va au bout du film, il ne lâche rien. Alors ce film qui se lit, qui s'écoute comme un roman passionnant, vous l'avez dans ces 9 épisodes, ses racines africaines, son rapport à Arthur H. Tiens d'ailleurs, on l'a pas mis, on vous a gardé une petite pépite pour ce podcast, pour cet épisode bonus, ses premières raquettes. La première, c'est pas Arthur H. qui lui donne, la première, c'est l'actuel président du Cameroun, Paul Biya. Mes 3 premières raquettes, c'est très simple. La première, c'est une Montana Junior que m'a offert, à l'époque, il était Premier ministre. Et je jouais au tennis club de Yaoundé. Et le Premier ministre venait tous les mercredis soirs faire 1h30 de leçons avec le champion du Cameroun qui s'appelait Gabriel Onana. Et Gabriel Onana lui renvoyait les balles. Mais Gabriel, c'était l'entraîneur du club. Donc il entraînait, c'était mon premier coach. Et ma première raquette, c'était celle-là. Ma deuxième, m'a été offerte par mon oncle Papa Jean, qui lui revenait des États-Unis et m'avait ramené une Dunlop Max Ply Junior. Et la Dunlop Max Ply, c'est une raquette mythique. McEnroe a joué avec, Rod Laver a joué avec. C'était une bonne raquette. Mais c'était le même emballage, mais c'était en junior, plus petite, plus légère. Donc c'était ma deuxième raquette. Et cette raquette, j'ai grandi. Et quand j'ai commencé à grandir, c'est-à-dire qu'à 10, 11 ans, je commençais à jouer avec des raquettes. Il fallait que je joue avec des raquettes de senior, mais je n'avais pas de raquettes de senior. C'était trop cher. Et c'est là que j'ai eu ma troisième raquette, qui était une raquette Arthur H. Aide Compétition, que m'a offert Arthur. Mais celle-là, j'ai joué une semaine avec, mais je ne pouvais pas jouer avec. C'était trop. Il faut savoir que cette raquette, à l'époque, déjà, Arthur était le seul qui jouait avec. Mais cette raquette-là, c'était le mois de papa et maman réunis, quoi. Je ne pouvais pas jouer avec une raquette à ce prix-là, quoi. Donc, je l'avais cachée sous mon matelas. J'avais joué quelques fois avec, mais je ne jouais pas avec, en fait. Alors aujourd'hui, dans le village Noël, il y a 4 cours de tennis, 3 ou 4 cours de tennis. Il y a un terrain de basket, il y a une piscine, et puis il y a un petit bar. C'est là où il reçoit, en tant que chef de village, certains habitants d'Etoudi. Vous avez assisté à une scène, Jacques Vendroux. Tous les matins, depuis qu'il a remplacé son père, donc il y a environ 5 ou 6 ans maintenant, il reçoit 3 ou 4 personnes du village d'Etoudi. Ils viennent le voir pour lui dire, voilà, on a un problème. D'abord, ce qui est très étonnant, c'est qu'il l'appelle Majesté. Et Alors, lui, pas tous, mais certains, en effet. Certains Papa l'appellent Yann, Majesté. Tonton Yann ou Majesté. Ou Majesté. Et donc, ça l'a beaucoup gêné au départ, mais on lui a dit, attends Yann, c'est comme ça, tes prédécesseurs, ton papa, ton grand-père, se sont appelés soit par leur prénom, ou soit Majesté. Tu ne dois surtout pas enlever cette tradition. Alors, au départ, ça l'a fait marrer, mais après, il a pris ça très au sérieux. Et moi, je suis arrivé, quand on était là-bas, il y a un matin, j'étais donc pour prendre mon petit déjeuner, et puis il y a un monsieur et une dame qui arrivent. Ils sont jeunes, ils ont 20-25 ans, ils sont très élégants. Et donc, ils viennent le voir parce que leur papa, le papa de la dame, est en train de mourir. Il est très malade. Il a besoin de médicaments. Et Yannick, là, il téléphone à 3 personnes. Et je crois que les médicaments sont arrivés 48 heures après. Donc voilà le rôle du chef de village. On l'a vu aussi à l'œuvre en sortant du lieu-dit Village Noah, en allant dans la ville d'Etoudi, à bord de son 4x4. Il nous a emmenés sur le terrain de football qu'il essaye de réhabiliter. Et là, nous avons vu le contraste qu'il y avait aussi entre le village Noah et le reste. C'est-à-dire qu'on est sur des routes qui sont des pistes ravinées par la pluie. On met une demi-heure pour faire 300 mètres tellement il y a de taxis, de motos, 3 personnes dessus, avec un marché autour où il y a énormément de gens, énormément d'étals. Et puis nous parvenons jusqu'à ce terrain vague sur lequel il y avait des joueurs de foot qui n'arrivaient même pas à jouer parce qu'il y avait des déchets et pas de grillage, etc. Et là, lui est devenu président du club du Vent d'Etoudi, c'est le nom de ce club, et il essaye de le réhabiliter. Décrivez-nous cette scène. On est venu le voir. Il y a des jeunes qui sont venus le voir, à l'occasion d'une consultation le matin. Le Vent d'Etoudi est en train de mourir de sa belle mort. Plus personne ne s'en occupe. On lui demande de devenir le président d'honneur au départ.
Et il fait « Non, je ne deviens pas le président d'honneur, je deviens le président tout court. » Donc on fait une élection, il y a un comité directeur, il va au stade. Le stade, il est abandonné, il est désuet, il est dans un état épouvantable. Et Yannick, en tant que président, a décidé de rénover ce stade. C'est une histoire qui est magnifique. On a été voir le terrain ensemble. Tout le monde a quelque chose à lui demander, mais tout le monde lui demande ou le sollicite avec beaucoup de respect, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de familiarité. Et alors on a beaucoup parlé du passé, du présent et de l'avenir avec Yannick Noah pendant ces 2 jours de tournage. L'avenir, c'était aussi Roland-Garros avec les 40 ans de sa victoire. Et à l'époque, il n'y avait pas encore, jusqu'à cette année, il n'y avait pas encore de statue ou d'hommage à Yannick Noah dans ce stade. Et on lui avait demandé ce qu'il ressentait alors que, enfin, il y allait avoir une fresque murale dans l'enceinte de Roland-Garros. Là, je suis heureux pour mes enfants. Je suis allé voir un match de boxe il y a quelques temps. Et je suis allé avec Joaluca, mon petit, et ma fille Elijah. On allait tous les 3. On allait à Roland. Et je vois des trucs et je m'aperçois qu'il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Il y avait une espèce de couloir qui menait... il y a une espèce de sortie où il y avait une photo. Et j'ai rien dit sur le moment. Et c'est ensuite... Quand Gilles Moreton, Amélie Mauresmo, Arnaud Beuge, ça fait 20 ans qu'ils disent « Mais putain, ils te mettent pas une statue, Yann, c'est pas possible !» J'ai des potes comme ça aussi qui disent « C'est pas possible, là, c'est quoi ce cours qu'ils ont fait là? C'est qui Simone Mathieu là? Mais c'est pas possible !» Et là, quand ça s'est passé, quand ils m'ont appris la nouvelle, ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que je ne vois pas, en tout cas pour l'instant, de joueurs français gagner Roland. Je vois pas. J'aimerais, mais je vois pas. Et je me dis, putain, ils vont faire un truc quand je vais être crevé. Et des fois, j'ai des espèces de trucs. Je dis, putain, j'espère qu'il y en a 2-3 qui vont chialer sur ma tombe. Il y en a un qui va rigoler, d'autres qui vont dire bon débarras, des délires, tu vois. Mais je dis, purée, il n'y a rien à Roland, quoi. Et donc, le fait qu'il y ait ça cette année, je suis très touché parce qu'il y aura mes enfants, mes potes, évidemment, mais mes gosses. Tu vois, et je pourrais un jour aller avec mes petits-enfants et leur montrer, tu vois, hey, papi, that's you. Il a enregistré ça pour laisser une trace, je l'ai dit à plusieurs reprises, et aussi pour dire, voilà qui je suis vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui font les questions et les réponses concernant Yannick Noah. Et là, il a été d'une sincérité incroyable. Et c'est la première fois que ça m'arrive, Sébastien. On n'arrivait pas à l'arrêter dans l'interview. Il voulait parler. Et la nuit tombait, les grillons chantaient de plus en plus. Un grand merci donc à Yannick Noah et à toute l'équipe de son village. Seka, le directeur bien sûr, et toute son équipe, Valérie, Charles, Ismaïl, Boniface. Merci Jacques Vendroux d'être passé dans cet épisode bonus de ce podcast Yannick Noah entre vous et moi. J'en profite, Jacques, pour remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de cette saga, à commencer par Xavier Joly, le directeur artistique d'Europe 1, réalisateur hors pair qui a pensé l'habillage sonore qui accompagne tous ces épisodes. Merci à Fanny Rascle, la directrice d'Europe 1 Studio, qui a coordonné l'ensemble du projet. Kelly Decroix pour la partie communication, Héloïse Bertil pour la diffusion, Sidonie Mangin pour le visuel du podcast inspiré d'une photo par image de Benjamin Auger. Et bien sûr, toute l'équipe patrimoine d'Europe 1 pour les archives précieuses, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Benoît Bunkensturm. Mettez un maximum d'étoiles et de commentaires. C'est grâce à vous que nos podcasts sont valorisés. Merci Jacques Vendroux. Merci à tous. Yeah!